Même si le choix du nucléaire est remis en cause, il échappe aux populations. Il lui a été imposé depuis ses débuts. Mais qui décide vraiment de ces orientations qui entraînent tout un pays pour des décennies? Qui détient le pouvoir nucléaire en France? Michael Schneider est analyste international sur les questions d'énergie et de nucléaire. La politique énergétique en France est inventée et développée sous la responsabilité du corps des mines et non pas des politiques. Le corps des mines, c'est quoi? C'est l'élite de l'élite du système français des écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire c'est la première douzaine qui sort de l'école polytechnique, plus une star de l'école normale supérieure ou d'autres écoles, mais moins de 20 par an. Et ces gens-là occupent l'ensemble des postes qui sont importants pour la mise en place de la politique énergétique. C'est-à-dire les directions au niveau des ministères clés, c'est-à-dire l'industrie, la recherche, l'environnement, mais aussi au niveau politique, c'est-à-dire Premier ministre, présidence de la République, et puis il y a le secteur industriel, c'est-à-dire le patron ou la patronne aujourd'hui d'Areva, bien entendu, le CEA, les postes importants au niveau d'EDF, et ce sont des postes qui appartiennent, si j'ose dire, au corps des mines. Les politiques ne s'intéressent absolument pas à ce secteur, c'est-à-dire il est laissé au corps des mines. Et donc la formation, si j'ose dire, des politiques aux questions énergétiques est une catastrophe. Le débat de la présidentielle entre Ségolène Royal et M. Sarkozy a été un exemple vraiment phénoménal de cette problématique. C'est-à-dire il y a deux personnes qui sont candidats à la plus haute fonction de l'État qui discutent d'un sujet dont ils n'ont pas la moindre idée conceptuelle. Ça montre à quel point la politique a complètement abandonné l'ensemble du secteur énergétique à un groupe de technocrates, et ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France? Oui, mais est-ce que vous le confirmez, le choix? Quelle est cette part? Nous avons, madame, grâce au nucléaire, une indépendance sur l'électricité de la France vous à hauteur de la moitié. Vous défendez le nucléaire, mais oui, vous ignorez la part du nucléaire. Alors non, de combien nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Non. 17% non, ce n'est seulement. pas exact. 17% ce n'est pas exact, seulement madame. de l'électricité est d'origine nucléaire. Non, madame, ce n'est pas exact. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ou est-ce qu'on l'arrête? Du jour au lendemain, on ne va pas fermer les centrales nucléaires. Donc vous confirmez l'EPR? En revanche, non, je suspends l'EPR dès que je suis élu. C'est-à-dire que vous suspendez les nouvelles centrales, c'est-à-dire que vous prolongez les vieilles. Mais l'EPR n'est pas une nouvelle, pas une centrale. Bien sûr. Mais vous mélangez tout. L'EPR est un prototype. Non. L'EPR est le prototype de quelle génération? Ce n'est pas un prototype, c'est la 4e génération. Non, c'est la 3e génération. Nous venons de le vendre à la Finlande, madame. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent, mais personne ne leur explique. On fait croire aux populations depuis le début que le nucléaire, c'est trop compliqué et qu'il vaut mieux faire confiance aux ingénieurs. Renaud, à bord de Châtillon, est l'un des rares ingénieurs du corps des mines à accepter de parler. Ce système, c'est un peu, il n'y a qu'une seule tête. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'un corps a décidé de faire quelque chose, finalement, on s'aperçoit que le pouvoir politique le suit. C'est le système français. C'était le système des corps qui s'apparente à une aristocratie républicaine. Simplement, quand on dit aristocratie, c'est pas très démocratie. Si vous voulez, le nucléaire, par la puissance importante qu'il recèle, peut avoir tendance à se dire, bah, finalement, non, je ne veux pas m'encombrer avec les démocraties, j'ai un accès direct au pouvoir politique, tout ça, c'est du temps perdu, il faut avancer. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il faut avancer, il n'avance pas. Simplement, elle doit résoudre trois problèmes, la sécurité, la démocratie et les déchets. L'histoire montre que les populations ont été systématiquement désinformées. Dans tous les pays nucléarisés, le secret qui entoure le nucléaire a soulevé des vagues de contestation. Les mouvements d'opposition ont réclamé plus de démocratie. Après des décennies de confrontation à travers le monde,
Certains États, comme l'Allemagne, la Belgique et l'Italie, ont décidé de tenir compte de la volonté de leur population. Ils ont déclenché de grands débats qui ont abouti à la sortie du nucléaire. Chaque année, un convoi part de France et conduit ses containers de déchets vers le site de Gorleben. Ces transports focalisent la lutte antinucléaire et sont systématiquement le théâtre de nombreuses manifestations et affrontements. Certains trains ont dû être protégés par plus de 15 000 policiers. Ces manifestations très spectaculaires sont en fait le reflet des inquiétudes de la population face au nucléaire. La décision d'arrêter le nucléaire en Allemagne est fragile et risque d'être remise en cause à chaque grande élection. Les déchets radioactifs pèsent lourd. L'industrie nucléaire doit proposer une solution pour regagner la confiance des populations. En attendant, la proposition la plus moderne est de les enfouir sous terre. À quoi ressemblera ce paysage dans 200 000 ans? Y aura-t-il une ville, une mer de glace, un océan ou un champ de fleurs comme aujourd'hui? Le nucléaire est la seule activité humaine qui nous demande de nous projeter sur de telles durées. 200 000 ans. Ce sont plus de 6 000 générations qu'il faut mettre à l'abri de nos activités actuelles. Les ingénieurs ont l'air sûrs d'eux, mais leur responsabilité est énorme. 6 000 générations à qui ils ont le devoir de garantir la sécurité. Pouvons-nous leur faire confiance? Bernard Bigot est haut-commissaire à l'énergie atomique en France. Il est conseiller scientifique et technique du président de la République et du gouvernement. Lorsque les constructeurs de cathédrales ont empilé les premières pierres pour construire les édifices que nous bénéficions aujourd'hui, ils n'ont pas construit la cathédrale pour qu'effectivement, à la fin de leur vie, ils la voient réduite en poussière. Ils avaient confiance dans la qualité des matériaux qu'ils utilisaient et la capacité que ceux-ci traversent le temps. Eh bien, c'est la même chose sur les déchets nucléaires. À l'échelle de temps humaine, on est capable de prendre des dispositions qui garantissent sur le très long terme le parfait confinement et la parfaite gestion des déchets nucléaires. Comment est-ce que vous pouvez être aussi sûr de ça? Lorsqu'on traite les déchets nucléaires, il y a un mot qui pour moi est extrêmement important, c'est confiance. Si on ne fait confiance à rien, ni aux lois de la physique, ni entre guillemets au sens de la responsabilité des décideurs politiques, des scientifiques, des industriels, il est clair qu'il n'y a rien de possible. Si vous ne faites pas confiance à d'autres qui ont des responsabilités disjointes des vôtres et qui pourtant peuvent être amenés à prendre ces décisions qui peuvent avoir un impact sur votre propre environnement, sur les propres conditions de vie, il n'y a rien qui se passe. Écrire l'avenir s'impose de faire confiance. Pour terminer cette enquête, nous avons un dernier rendez-vous avec Hubert Reeves. Nous avions envie de demander à l'astrophysicien le plus reconnu ce qu'il pense de cette technologie qui nous engage sur 200 000 ans. Le problème du nucléaire, je dirais, c'est d'hypothéquer l'avenir. Hypothéquer l'avenir entre le moment où vous mettez un réacteur en marche et le moment où vous l'avez démantelé, il peut y avoir plus d'un siècle. Est-ce qu'un seul régime politique a pu durer un siècle? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'histoire? Il y en a très peu. On voit aujourd'hui l'Argentine qui a été très riche à un moment donné, qui devient très pauvre, l'Union soviétique qui s'effondre. On ne peut pas parler de stabilité politique à l'échelle de 1000 ans, en tout cas. Imaginez que les Égyptiens avaient fait stocker du nucléaire. Aujourd'hui, vous voyez qui s'en occuperait. Je pense que c'est effectivement un peu délirant de penser pouvoir gérer l'avenir à des périodes comme celle-là, quand on regarde le passé de l'histoire humaine, quand on voit les changements, les bouleversements et tout ça. Pour moi, c'est un peu délirant, ça, je dois bien le reconnaître.